Un conseil des ministres s'est tenu en cette fin d'après-midi au palais présidentiel. Plusieurs sujets ont été évoqués, notamment la validation des dates des examens à grand tirage, aussi les consultations en cours en vue de la révision de la Constitution. La réflexion sur l'élaboration de la nouvelle Constitution au cœur d'une rencontre ce matin entre le président de la République et les chefs traditionnels et les guides religieux. Les chefs traditionnels et guides religieux proposent de simplifier les conditions d'éligibilité pour l'intérêt de la paix. L'actualité ce mercredi, c'est aussi le lancement de la deuxième édition du Forum ministériel africain pour accélérer l'intégration des TIC dans l'éducation et développer les compétences du 21e siècle nécessaires au développement de l'Afrique. Lancement effectué par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Et puis, à l'étranger, Hillary Clinton a revendiqué dans la nuit d'hier à aujourd'hui sa victoire aux primaires démocrates. Lors d'un discours à New York, l'ex-première dame a insisté sur le caractère historique de son investiture pour représenter le Parti démocrate à la présidentielle de novembre prochain. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Un conseil des ministres s'est tenu ce soir au palais présidentiel. Vous le voyez sur ces images. Plusieurs sujets ont été évoqués, notamment la validation des dates des examens à grand tirage, aussi les consultations en cours en vue de la révision de la Constitution. Je vous propose d'écouter, ce sera dans nos prochaines éditions, vous entendrez bien sûr le porte-parole du gouvernement. Et justement, pour partager les réflexions autour de l'élaboration de la nouvelle Constitution ivoirienne, le président de la République a reçu ce matin les chefs traditionnels et les guides religieux sur les conditions d'éligibilité notamment. Les chefs traditionnels et guides religieux proposent de les simplifier pour l'intérêt de la paix en permettant à tout Ivoirien de naissance de pouvoir briguer la magistrature suprême. Reportage. Après les premières consultations démarrées mardi au palais présidentiel par le président de la République Alassane Ouattara avec l'opposition politique en vue de recueillir ses propositions dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle Constitution, le tour est revenu ce mercredi aux rois chefs traditionnels et représentants des confessions religieuses en Côte d'Ivoire d'être reçus au palais présidentiel pour un échange avec le président de la République, toujours dans le cadre de la préparation de la nouvelle Constitution. Après que le ministre d'État chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions ait situé le cadre de la rencontre, le président de la République a introduit les échanges. J'ai initié cette rencontre afin de partager avec vous mes réflexions sur la mise en place de la Constitution de la Troisième République. En effet, j'ai procédé le mardi 31 mai à la mise en place d'un comité d'experts présidé par le président Ouraga Obou, celui-là même qui a présidé la sous-commission Constitution à l'occasion des travaux de la commission consultative constitutionnelle électorale. Et le vendredi 4 juin dernier, j'ai eu l'occasion d'informer le gouvernement sur les grandes orientations que j'envisageais de proposer par rapport à cette nouvelle Constitution. J'ai eu l'occasion de recevoir les partis politiques de l'opposition. La semaine prochaine, je recevrai les partis membres du RHDP. Et demain, je rencontrerai la société civile, y compris les mouvements de jeunes et de femmes. Alors, évidemment, ces rencontres ont pour objet d'enrichir notre réflexion et de prendre en compte vos avis, vos observations pour les verser au comité d'experts qui nous proposera un avant-projet de constitution de la Troisième République. Ce document pourra ainsi être étudié par le gouvernement avant d'être envoyé à l'Assemblée nationale pour examen à son tour. Et ensuite, bien sûr, un référendum sera organisé pour savoir si nos concitoyens acceptent de la mise en place de cette Troisième République. Et le calendrier que nous envisageons pour le moment serait de faire cette consultation référendaire en septembre-octobre de cette année.
Je rappelle qu'en réalité, cette consultation, ne serait-ce que pour les modifications de la Constitution à la suite de la crise que nous avons vécue, aurait dû avoir lieu depuis 2003. Donc cela fait 13 ans bientôt. Les échanges entre le chef de l'État et les rois chefs traditionnels et représentants des confessions religieuses se sont déroulés à l'écart de la presse. À la fin, les participants ont posé pour une photo de famille avec le chef de l'État. Quelques réactions de participants. D'abord, nous allons commencer par dire qu'à notre avis, dès lors que la Constitution ne prévoit pas de manière formelle les procédures d'élaboration d'une nouvelle Constitution, il ne reste plus que la volonté politique qui va finir par aboutir à l'expression de la volonté du peuple. Et dans ces conditions-là, le président de la République peut, de manière tout à fait valable, prendre l'initiative de l'élaboration d'une nouvelle constitution. S'agissant des conditions d'éligibilité, nous avons pensé qu'il fallait vraiment les simplifier dans l'intérêt de la paix et mettre en avant la nationalité. Donc permettre à tout Ivoirien de naissance de pouvoir briguer la magistrature suprême. Maintenant, s'agissant de nouvelles institutions, nous avons pensé que il serait judicieux que nous ayons effectivement un poste de vice-président de la République, un Sénat, et que, quelle que soit la valeur qu'on pourrait leur attribuer, que les femmes soient prises en compte, de même que la jeunesse. Voilà un peu en gros ce que nous avions dit. Mais s'agissant des conditions d'éligibilité, nous avions aussi dit que le mandat de 5 ans était une bonne période de l'exercice du mandat présidentiel, qu'on pourrait retenir 2 mandats successifs. Mais compte tenu de ce que nous souhaitons aussi, que l'âge d'éligibilité soit ramené de 40 ans à 35 ans, il faudrait peut-être pouvoir coupler ça avec la possibilité de tout candidat, si les conditions l'exigent après 2 mandats, de pouvoir briguer un autre mandat. Voilà un peu en gros ce que nous avons dit. Et nous avons souhaité naturellement que, à la suite de ce que le président a toujours dit, à savoir qu'il fallait que la Chambre nationale des rois et des chefs traditionnels soit une institution, nous avons souhaité que cela s'inscrive dans la Constitution de manière qu'elle devienne une institution constitutionnelle. Alhamdulillah, nous avons remercié d'abord le président du fait qu'il nous a associés, mais comme c'est une concertation, il faut que nous, on essaie de se voir pour collecter les suggestions. Et Inch'Allah, dans un bref délai, nous allons envoyer ça au président parce qu'on ne peut pas dire des choses d'une manière désordonnée, comme c'est des guides religieux. Il faut rentrer d'abord dans la spiritualité, il faut montrer à Dieu, il faut faire des prières pour que les suggestions que nous allons faire soient des bonnes suggestions. Donc pour le moment, nous n'avons pas de décision, mais nous prions pour que ça se passe bien et nous demandons à Allah que la Côte d'Ivoire retrouve sa paix. Concernant le groupe des religieux, nous n'avons pas fait de suggestions. Nous voulons procéder comme on procède dans nos coutumes, dans nos traditions. Nous avons écouté, nous allons nous retirer, réfléchir ensemble et puis après faire parvenir les fruits de nos réflexions. Outre la Constitution, la liste électorale sera elle aussi revisée, annonce faite par la Commission électorale indépendante. La révision débutera le 25 juin prochain pour durer 1 mois. La CEI l'a annoncé ce mercredi aux représentants des partis politiques. C'était au siège de l'institution. Hamza Diaby.
C'est confirmé, la révision de la liste électorale cette année aura lieu le 25 juin prochain. La CEI, qui a entamé une vaste campagne d'information et de sensibilisation, l'a annoncé ce mercredi aux partis politiques. Elle durera donc un mois, soit du 25 juin au 24 juillet de cette année. Cette phase sera bien entendu suivie de la phase du contentieux, du traitement des requêtes y afférentes et enfin de l'affichage de la liste définitive. Les phases suivantes de la RLE 2015 se dérouleront comme suit. Liste électorale provisoire prévue pour être publiée le 18 août 2016. Du 20 août au 19 septembre, nous allons commencer la phase du contentieux à recueillir et à analyser les différentes réclamations et observations. 10 septembre, 4 octobre. Nous procéderons au traitement informatique des décisions qui auront été prises ou arrêtées par la CEI relativement au contentieux qui aura été fait. Nous finaliserons et validerons la liste électorale définitive le 6 octobre 2016. Ensuite, nous produirons et distribuerons les cartes d'électeurs du 7 au 22 octobre 2016. Les personnes cibles sont les électeurs figurant déjà sur la liste électorale et qui ont changé de domicile ou qui ont un nouveau patronyme et les nouveaux requérants ou personnes n'étant pas encore inscrites. L'opération 2016 de la révision de la liste électorale a pour objectif d'enrichir la liste électorale 2015 en vue d'augmenter le ratio population nationale, population électorale en âge de voter, apurer la liste des personnes décédées et ajuster la cartographie électorale et les positionnements erronés de certains lieux de vote. 1037 guichets d'enrôlement seront ouverts dans environ 430 localités sur toute l'étendue du territoire. Les pièces requises sont ou la carte nationale d'identité, ou le certificat de nationalité, ou la carte d'électeur pour les Ivoiriens déjà inscrits sur la liste. Le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, s'est entretenu ce mercredi avec le directeur régional Afrique-Moyen-Orient du groupe Standard Chartered Bank. Le groupe financier entend prendre une part active au développement de la Côte d'Ivoire, comme nous le montre notre reporter Herman Guivet. Sunil Kossal, le directeur régional Afrique et Moyen-Orient du groupe Standard Chartered Bank, au cabinet de la primature ce mercredi pour une rencontre avec le chef du gouvernement Daniel Kablan-Duncan. Objectif de cette rencontre, féliciter le gouvernement ivoirien pour les progrès remarquables observés ces dernières années en matière de croissance économique, mais aussi féliciter le gouvernement pour les réformes entreprises dans le domaine de la bancarisation. Des entretiens qui ont également porté sur l'appui financier du groupe au projet de développement de la Côte d'Ivoire. Les discussions ont porté essentiellement sur les financements des besoins de la Côte d'Ivoire et comment améliorer le niveau de collaboration entre notre institution et l'État de Côte d'Ivoire. Nous pensons investir dans un certain nombre de projets d'infrastructure, de transformation des matières premières en Côte d'Ivoire. Le nombre de projets à financer sont très importants et nous avons un appétit considérable pour financer ces projets. Standard Chartered Bank entend renforcer sa présence en Afrique, mieux en Côte d'Ivoire. La banque, qui figure parmi les 30 plus grosses capitalisations boursières britanniques, vient d'annoncer son intention de lancer des plateformes de services mobiles et en ligne dans plusieurs pays africains. Daniel Kablan-Duncan a aussi procédé ce mercredi au lancement de la 2e édition du Forum ministériel africain pour accélérer l'intégration des TIC dans l'éducation et développer les compétences du 21e siècle nécessaires au développement de l'Afrique. Au cours de la cérémonie d'ouverture, un protocole d'accord a été signé. L'autre éclairage d'Herman Guivet. Internet est aujourd'hui une plateforme d'information et de communication incontournable, selon les experts en communication. Comment faire de cet outil de communication et d'information un puissant outil de formation? En d'autres mots, comment intégrer les techniques de l'information et de la communication dans l'éducation et la formation de l'apprenant? C'est à cette question importante pour les futures générations que tenteront de répondre pendant 2 jours plus de 160 experts du domaine des TIC et de l'éducation
au cours de ce deuxième forum ministériel africain portant sur l'intégration des TIC dans les programmes de formation. La grande et noble ambition du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 prend largement en compte l'intégration des TIC dans l'éducation et la formation pour sa réalisation. Cette politique s'inscrit d'ailleurs dans la vision de feu le président Félix Houphouët-Boigny qui disait à peu près ceci: si la Côte d'Ivoire a raté la révolution industrielle, elle ne doit pas rater la révolution informatique. Adapter l'école à l'univers de l'apprenant afin de tirer le meilleur de lui, voici la mission principale de ce forum. Il y a beaucoup d'espoir à placer dans les TIC, notamment dans l'éducation, en traitant l'ensemble du système. Nous avons exposé ici l'université virtuelle du Sénégal, dont le modèle est unique aujourd'hui en Afrique, puisque c'est une université virtuelle qui intègre ce que nous appelons des terminaux physiques, que l'on appelle les espaces numériques ouverts. Dans un monde en perpétuel mouvement, les technologies de l'information et de la communication brisent les frontières, lèvent les barrières. Internet, ce portail ouvert sur le monde, semble être le moyen par excellence de révolutionner le cadre formatif durant ce 21e siècle. Ce mercredi, la première dame, Dominique Ouattara, par ailleurs ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA, pour l'élimination et la transmission mère-enfant du VIH et la promotion du traitement pédiatrique, s'est prononcée face à une assemblée. Elle a prononcé une allocution au nom de la Côte d'Ivoire et dans le cadre de son combat pour la fin du sida pédiatrique dans le monde. Dominique Ouattara s'est prononcé lors de l'ouverture de la réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies. À New York, je vous propose d'écouter la première dame de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, je suis très honorée de prendre la parole devant cette auguste assemblée, au nom de mon pays, la Côte d'Ivoire, et en ma qualité d'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA à l'occasion de cette réunion de haut niveau. Avant tout propos, permettez-moi de vous transmettre les chaleureuses salutations du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara. Cette rencontre est d'une importance capitale pour nos pays, puisqu'elle a pour objectif d'arriver à relever les défis encore existants pour mettre fin à l'épidémie du sida dans le monde. En effet, malgré les progrès notables enregistrés ces dernières années, la pandémie continue de faire d'innombrables victimes, notamment parmi les femmes, les jeunes et les enfants. Il s'agit d'une situation inacceptable qui exige un important investissement en vue d'atteindre l'objectif de l'élimination du sida d'ici à 2030. Monsieur le Président, je voudrais à présent rappeler le fort engagement de mon pays, la Côte d'Ivoire, et en particulier celui du président Alassane Ouattara, qui a permis d'obtenir des progrès notables dans la lutte contre la pandémie du sida en Côte d'Ivoire. Et c'est à cet effet qu'il a déclaré, et je cite, « Nous devrons aller plus vite sur la question du traitement en Côte d'Ivoire en faisant en sorte que les autres 50% qui ne sont pas encore sous traitement puissent y avoir accès. Pour cela, j'ai décidé d'octroyer des ressources additionnelles. Je souhaiterais que la pérennisation des acquis soit une réalité dans notre pays et dans la sous-région en réduisant considérablement notre dépendance financière vis-à-vis de l'extérieur et en permettant à l'Afrique de produire son médicament. Mesdames et messieurs, avec cet engagement du gouvernement ivoirien, ainsi que le concours des partenaires et de la communauté internationale, notre pays a déjà enregistré des progrès importants en matière de lutte contre le sida, même s'il reste encore beaucoup à faire. En effet, les nouvelles infections à VIH ont diminué de plus de 50%, passant de 52 000 en 2000 à 25 000 en 2014. Pour ce qui est de l'accès au traitement, plus de 150 000 personnes vivant avec le VIH sont sous antirétroviraux. Le pourcentage de femmes enceintes séropositifs qui reçoivent des antirétroviraux a fait un bond significatif, passant de 46% en 2012
à 80% en 2014. En matière de lutte contre la stigmatisation et la discrimination, la Côte d'Ivoire a adopté une loi spécifique pour la protection des personnes vivant avec le VIH-Sida. L'obtention de ces résultats notables a d'ailleurs suscité la réaction de M. Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA, qui a déclaré « La Côte d'Ivoire peut être l'un des premiers pays de l'Afrique de l'Ouest à éliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant avec un peu plus d'efforts. » En matière de lutte contre la stigmatisation et la discrimination, la Côte d'Ivoire a adopté une loi spécifique pour la protection des personnes vivant avec le VIH-Sida. L'obtention de ces résultats notables a d'ailleurs suscité la réaction de M. Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA, qui a déclaré « La Côte d'Ivoire peut être l'un des premiers pays de l'Afrique de l'Ouest à éliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant avec un peu plus d'efforts. » Mesdames et messieurs, en ce qui me concerne, j'en appelle à la construction d'un partenariat mondial fort en vue de mettre en œuvre des actions coordonnées et en synergie pour qu'au cours des prochaines années, nous puissions venir à bout de l'épidémie du sida. Je reste en effet convaincue que notre action commune permettra de faciliter un accès équitable au traitement antirétroviral. Cette étape est vitale pour combler le fossé pédiatrique du traitement du VIH et constitue un des piliers de l'objectif de l'ONU-SIDA, à savoir 90% d'enfants dépistés, 90% d'enfants sous traitement, 90% de charges virales supprimées. J'en appelle donc à une mobilisation de tous et à un engagement de chacun pour la recherche de solutions locales, incluant entre autres la production d'antirétroviraux de qualité et accessibles à tous et la mise en place de méthodes innovantes de sensibilisation et de prévention orientées de façon particulière vers la jeunesse. Monsieur le Président, pour terminer, nous espérons que les recommandations de la réunion internationale des ministres de la Santé sur la fin du sida pédiatrique, qui s'est tenue le 10 mai dernier à Abidjan, seront incluses dans la déclaration politique finale. Il s'agit d'une contribution majeure de l'Afrique qui manifeste ainsi son engagement et la grande priorité qu'elle accorde au traitement pédiatrique du VIH. Retour ici à Abidjan avec le CEPICI, le Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire, et l'entité gouvernementale mexicaine Pro-Mexico qui ont signé hier un protocole d'accord. Les deux parties conviennent de mettre l'accent sur une collaboration dans les domaines stratégiques comme la facilitation des secteurs de croissance et d'accords bilatéraux, le partage d'informations, le soutien mutuel dans la mission d'affaires. Durée du protocole, 3 ans à compter de la date de signature, comme nous le montre Noël Gnagno. Avec cette signature d'accord de partenariat entre Essis-Esmel Emmanuel du CEPICI, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, et Francisco González Diaz, directeur général de Promesco, une entité gouvernementale mexicaine, la Côte d'Ivoire enregistre de nouveaux investisseurs, des hommes d'affaires mexicains. Leur centre d'intérêt, l'agro-industrie, le secteur sanitaire et la construction. Quant à l'argumentaire de leur choix, il tient à la position stratégique de la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest. C'est un pays stable, un pays de confiance, un pays en croissance économique intéressante. Les industriels ont eu la confiance en ce pays à partir de ces structures-là pour le choisir comme point de départ de leur affaire. De la porte d'entrée par laquelle nous devons être ici en Afrique occidentale et produire et aussi exporter. Durée de cet accord de partenariat, 3 ans. Les parties conviennent sur cette période d'encourager des alliances stratégiques et de créer un cadre de collaboration avec comme objectif générer des opportunités de développement d'affaires pour les entreprises basées au Mexique et désireuses d'investir en Côte d'Ivoire. Témoin de cette signature d'accord, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Mexique et le consul honoraire du Mexique en Côte d'Ivoire, Jean-Marc Yassé, et bien sûr une dizaine d'hommes d'affaires mexicains. Ce soir, notre reporter Mamadou Kouassi s'est intéressé au déficit dans la production halieutique
qui est de plus en plus important. Pour accompagner les efforts de la Côte d'Ivoire, le gouvernement japonais apporte un soutien de plus de 2 milliards de francs CFA pour la production piscicole, un appui qui devrait permettre d'améliorer la production nationale à travers le renforcement de capacités des acteurs du secteur ainsi que la mise en place de projets pilotes. Face à la rareté des produits halieutiques dans nos eaux, le gouvernement ivoirien met l'accent sur la production piscicole, une solution pour faire face au déficit du poisson sur le marché local. Pour accompagner le gouvernement dans cette initiative, l'État japonais s'engage à financer le projet de relance de la production piscicole continentale en Côte d'Ivoire, un financement estimé à 2 milliards 350 millions de francs CFA. Cet appui va porter essentiellement sur le renforcement des capacités des acteurs du secteur piscicole et la mise en place de projets pilotes. Pour la première phase, ce sont des sociétés coopératives qui seront retenues dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Avec le ministre des Ressources animales et halieutiques, le nouveau responsable résident de l'Agence japonaise de coopération internationale JICA a réaffirmé la volonté du Japon à accompagner la Côte d'Ivoire dans l'autosuffisance en produits halieutiques. Deuxièmement, c'est la coopération technique, renforcement de capacités et des ressources humaines en ce qui concerne la pisciculture antérieure, etc. À partir de 2 projets, nous devrions donc bénéficier davantage à la population ivoirienne en matière d'exploitation des ressources halieutiques. Le ministre Kobena Kwasi Agumani a salué le début de réalisation du projet d'aménagement des débarcadères et de la construction du marché central de la commune de Sassandra, des projets pour la promotion de la pêche artisanale. Nous aussi, nous avons pris l'engagement aux côtés du Japon de faire en sorte que la notion de gestion durable des ressources halieutiques soit privilégiée parce que ça fait partie des combats du Japon et la Côte d'Ivoire entend aussi s'engager dans cette même voie. À l'invitation du gouvernement japonais, une délégation du ministère des Ressources animales et halieutiques va séjourner au Japon du 11 au 18 juin prochain dans le cadre d'une formation en produits piscicoles. Intéressons-nous maintenant à l'océan, cette ressource naturelle qui fournit l'oxygène et régule à 80% le climat. Malheureusement, l'océan est menacé par des activités humaines, la pollution marine, les déchets plastiques, la pêche illégale. Il faut donc protéger nos océans. C'est ce que vise la Journée mondiale de l'océan, célébrée aujourd'hui 8 juin. En rapport avec l'événement, un panel scientifique réunit des experts en vue de l'élaboration de stratégies pour la réduction de l'impact des pressions humaines sur l'océan, un sujet de Moussa Konaté. Avec un littoral long de 522 km, la Côte d'Ivoire fait partie des pays africains qui disposent d'un riche potentiel maritime. Cependant, certaines activités humaines telles que la pêche illégale, les dépôts de déchets plastiques constituent une grave menace. À cela, il faut ajouter l'avancée de la mer, une autre préoccupation des experts réunis pour proposer des solutions. Les scientifiques ont des résultats, ils ont des propositions de solutions et en échangeant avec eux, en interaction avec les différents acteurs, il peut ressortir de ces échanges un certain nombre de recommandations qui vont aider les décideurs à prendre les meilleures solutions innovantes et durables et de faire en sorte que l'océan soit protégé. La question de la protection de l'océan et de la mer demeure une problématique mondiale. Ce panel scientifique bénéficie du soutien des agences du système des Nations Unies. On peut avoir de très bonnes lois, une très bonne réglementation, mais si elle n'est pas mise en œuvre, ça ne va pas nous amener très loin. Donc, notre rôle de partenaire, c'est d'accompagner les gouvernements, c'est d'accompagner les différentes parties prenantes et notamment la recherche également, donc les scientifiques, dans les solutions aux problèmes. 71% de la surface de la Terre est recouverte par l'océan. Cette ressource naturelle fournit de l'oxygène et régule le climat. Le 8 juin marque la célébration de la Journée mondiale de l'océan, une occasion pour sensibiliser à une meilleure gestion de l'océan. À l'étranger, en bref, sachez qu'au moins 3 personnes ont trouvé la mort dans une fusillade qui s'est produite à Tel Aviv ce soir même, près du quartier général du Tsahal. Plus tôt, il avait été annoncé que 9 personnes avaient été blessées dans cette fusillade. 2 tireurs auraient été neutralisés. En France, un arrêté de catastrophe naturelle a été pris ce mercredi en Conseil des ministres à l'endroit de 782 communes françaises sinistrées victimes des inondations. Cette reconnaissance permettra d'accélérer l'indemnisation des victimes par les compagnies d'assurance.
Hillary Clinton a revendiqué dans la nuit d'hier à aujourd'hui sa victoire aux primaires démocrates. Lors d'un discours à New York, l'ex-première dame a insisté sur le caractère historique de son investiture pour représenter le Parti démocrate à la présidentielle de novembre. Son ticket pour l'investiture démocrate, elle l'a arraché ce mardi, ou peut-être bien avant. Mais une chose est sûre, à l'issue du dernier Super Tuesday, Hillary Clinton franchit la barre des délégués nécessaires pour briguer la magistrature suprême. Vos efforts nous ont donné une solide majorité des votes, des victoires dans la majorité des primaires et après ce soir, la majorité des délégués. Une victoire historique. Pour la première fois, une femme pourrait diriger les États-Unis, le pays le plus puissant au monde. Si l'ex-première dame a réussi à se défaire de son challenger, Bernie Sanders, sur le chemin qui mène à la Maison-Blanche se dresse un autre obstacle et non des moindres, le candidat républicain Donald Trump, qui a réussi à déjouer tous les pronostics et la candidate démocrate en est consciente. Nous pensons que nous sommes plus forts ensemble. Les enjeux de ces élections sont élevés et le choix est clair. Donald Trump a un tempérament inadapté au poste de président et de commandant en chef. Le chassé-croisé observé entre les deux candidats lors des primaires fait désormais place à un duel. Le sprint final pour la Maison-Blanche s'annonce épique. On termine en sport avec ces images. D'abord, la disparition de l'ancien joueur de Strasbourg et international nigérian. Stéphane Keshi est décédé dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Auteur de 9 buts en 64 sélections, l'ex-défenseur central surnommé Big Boss avait disputé la Coupe du Monde 1994 et remporté la CAN la même année avec les Super Eagles. Et c'est désormais officiel, Eric Bailly vient de s'engager en faveur de Manchester United en Angleterre. Après avoir passé avec succès la traditionnelle visite médicale ce matin, le défenseur central a paraphé un bail de 4 saisons chez les Red Devils, avec une option pour étendre à cette durée de 2 années supplémentaires, une preuve de confiance de la part de la formation mancunienne, laquelle a, selon la presse anglaise, déboursé près de 40 millions d'euros pour boucler l'opération. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI1.